Dans le monde d'aujourd'hui, les médias sont-ils toujours des médiateurs? Quel rôle un média doit-il tenir? Faut-il cliver ou au contraire, faut-il fédérer? Autant de questions que nous allons poser tout de suite à l'occasion de notre première table ronde. J'invite Nathalie Sonac et Virginie Spiess à venir me rejoindre sur scène. On peut évidemment les applaudir. Prenez un micro, installez-vous où vous voulez. Nathalie Sonac, ancienne membre du CSA, je vais me tourner vers vous, ce sera plus simple. Prof d'université, auteur d'un livre qui tombe à pic. Et ce livre s'appelle « Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique » chez Odile Jacob. Les plateformes, les réseaux sociaux, on en a déjà pas mal parlé depuis le début de ce campus. Le digital au sens large, est-ce que tout ça, ce sont des alliés pour créer du lien social ? Donc, déjà, bonjour à tous et merci beaucoup à toute l'équipe de TF1 de m'inviter à participer à ce beau débat. Oui, ce que l'on observe depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est véritablement un Big Bang médiatique, une transformation majeure du paysage, à la fois du divertissement et des moyens de s'informer. Peut-être le point de départ, c'est certainement le Web 2.0, qui a permis à tout à chacun de pouvoir s'exprimer, poster, diffuser de l'information. Et on n'est plus dans un champ, pour rester dans l'espace de Enthoven, d'un champ informationnel au sens d'Habermas, où seul le journaliste, le politique et les experts avaient cette possibilité de jouer le rôle de tiers de confiance et puis d'aller produire de l'information, de la diffuser et de la distribuer. Aujourd'hui, dans un espace tel que nous le sommes, et notamment en l'occurrence en 2023, un champ informationnel qui est totalement ouvert, avec tout à chacun cette possibilité de poster, justement, de diffuser, et finalement, on n'est plus dans un état où le journaliste, lui seul, est dans ce champ-là. Vous avez raison, l'info est partout, mais elle n'est pas toujours vérifiée. Tout à fait. Alors c'est vraiment, d'ailleurs c'est un moment assez particulier parce qu'on pourrait croire qu'on a un champ informationnel qui est beaucoup plus large et on s'aperçoit qu'il est moins démocratique. Et les raisons pour lesquelles il l'est moins justement, c'est qu'on a ce champ ouvert, mais pas parce que j'ai la possibilité, grâce à mon iPhone, d'envoyer des photos ou du texte, ou quel qu'il soit, finalement, j'ai cette possibilité d'être... je suis journaliste. Donc c'est vraiment cette ambiguïté où on peut se croire que nous sommes tous journalistes, on ne l'est pas. Et donc, la question que vous posez, qui est celle, justement, d'une information qui doit être traitée, fiable, sourcée, qui sont les bases de notre démocratie, justement du vivre ensemble, de faire du lien, parce qu'on s'entend sur du commun, eh bien, nous ne l'avons plus, ou en tout cas, à défaut de dire quand même que nous ne l'avons plus, cette information, elle est totalement diluée dans un espace informationnel beaucoup plus large, où on se retrouve, nous, consommateurs, dans les mêmes conditions d'acceptation ou de consommation de l'information, d'une info qui peut venir d'un journaliste et qui sera fiable, de qualité, face à une information qui est une véritable fake news, comme la possibilité... Voilà, c'est pas simple de s'y retrouver. Ce n'est pas simple du tout de s'y retrouver. L'audience se fragmente, justement, pour la raison que vous venez d'avancer. Néanmoins, les médias historiques ou les médias de masse, télé, radio, délivrent une information, la plupart du temps, ou on va dire quasiment systématiquement vérifiée, oui. Information gratuite. Et ça, c'est quand même justement, quand on parle de lien social, c'est un espace de lien social, d'échange et de partage. Il s'avère qu'en fait, ces nouveaux acteurs prennent complètement les caractéristiques des médias de masse. Donc, on peut appeler médias historiques. Ils ont cette possibilité de diffuser du contenu, finalement d'être diffuseurs de contenu, d'être relais d'information, d'être manne publicitaire. Ils en ont les caractéristiques, mais ils ne sont pas des médias au sens où nous, on l'avait pensé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le champ de médias historiques est régulé avec les médias traditionnels qui ont deux missions principales. Donc ils ont cette mission de divertir et donc de diffuser des films, des séries et des programmes de flux. Et dans le même temps, quel que soit le modèle économique, c'est-à-dire quel que soit le modèle économique du média, que ce soit une chaîne publique, qu'elle soit privée ou commerciale, elle a une mission d'informer. Et on considère que cette mission-là, c'est une mission, on la considère parce que c'est une mission démocratique. C'est la raison pour laquelle, finalement, le bien qui est informationnel, lorsque l'information est fiable et de qualité, quel que soit le modèle d'affaires de celle ou de celui qui va la produire, elle demeure un bien commun. Et lorsque vous regardez un Apple, un Amazon, un Google, quelle que soit la plateforme, elle n'a pas la mission
de fabriquer une information qui soit fiable et de qualité. Et c'est là que le danger, finalement, est présent aujourd'hui, parce que ces acteurs-là, qui épousent les caractéristiques des médias de masse et qui n'en sont pas, viennent à la fois aspirer l'ensemble de nos internautes, ce qui fait la fragmentation et conduit à la fragmentation, et en même temps est en train de siphonner les recettes publicitaires qui sont les revenus nécessaires à fabriquer l'information fiable. Et c'est là qu'il y a un grand danger démocratique. C'est vrai qu'une information vérifiée, authentifiée, c'est quelque chose qui a un coût. Ça, c'est indéniable. Vous parliez d'enjeux démocratiques il y a un instant. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis quand les titres de la PQR, dites de la PQR, ont disparu ? C'est un point qui est relevé dans un rapport Stigler qui a été diffusé en 2019, qui d'abord a travaillé sur l'ensemble des médias aux États-Unis. Et on s'aperçoit aussi qu'en Europe, donc que ce soit en Italie, en Espagne, en Allemagne et aujourd'hui en France, c'est qu'il y a une perte complète d'existence de la presse quotidienne régionale. Alors, en l'occurrence, nous, en France, la presse nationale, la presse en général, pas que nationale, toute la presse a perdu en l'espace de 10 à 15 ans plus de 70% de ses recettes publicitaires. Donc elle n'a plus redevenu publicitaire, donc elle ne peut plus effectivement couvrir son coût de production. Mais ce qui est intéressant, c'est que les transformations de révolution, comme on en parle, c'est technologique, c'est économique, mais c'est surtout une révolution d'usage. Et le rapport auquel vous faites référence met en évidence que depuis l'arrivée d'Internet dans les foyers, les gens consomment de moins en moins de l'information, à la fois à la télévision, mais également en presse quotidienne régionale. Et on a une véritable concentration du secteur de la presse quotidienne régionale où un canton sur deux aux États-Unis n'a plus de presse quotidienne régionale. Et ça a quelles conséquences ? Et la corrélation, j'y arrive en fait, et la corrélation directe avec cette baisse de la perte quotidienne régionale, c'est que les gens ne vont plus voter. Ils n'ont plus connaissance de la chose publique, ils n'ont plus connaissance de l'information de citoyens à laquelle ils ont accès, de l'information de proximité. Donc c'est la relation que j'évoquais au départ. L'importance des médias, c'est à la fois des entreprises qui sont à part entière, mais en même temps, ce sont des entreprises qui sont entièrement à part. Parce que quel que soit ce modèle qu'il peut y avoir derrière, elles véhiculent du bien public, et le bien public, c'est aussi une connaissance de la citoyenneté, c'est de fabriquer justement du bien commun, et c'est aussi de fabriquer cette connaissance commune, et ce vivre ensemble nous conduit, et on doit nous rappeler aux urnes. Mais si vous n'avez plus voté, on voit totalement le délitement que ça peut procurer en démocratie, avec aujourd'hui une déconsolidation de cette démocratie, et avec une information que l'on trouve facilement, gratuitement sur les réseaux sociaux. On trouve de la bonne information, mais on trouve également de la mauvaise information, et cette mauvaise information risque de chasser la bonne information. Donc retenez bien, il y a un enjeu démocratique derrière tout ça, c'est ce qu'on comprend ce matin en vous écoutant. Virginie Spiess, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Koh-Lanta, on connaît tous Koh-Lanta, oui, bien évidemment. C'est une émission de télé, mais pour vous, c'est aussi une marque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, merci aussi pour votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, c'est une marque Koh-Lanta, et c'est même une marque, je dirais, qui maintenant dépasse le champ de la télévision elle seule, et qui est une marque de pop culture, et qui est quelque chose qui fait société. C'est un fait de société qui fait société. Je m'explique. Je pense par exemple aux expressions qui sont utilisées dans l'émission, l'épreuve des poteaux, par exemple, ou encore la sentence est irrévocable, c'est des choses qu'on va entendre dans l'espace public, qu'on va entendre chez les jeunes, mais pas seulement, qu'on va entendre dans le milieu du travail. Et donc, ça montre que des émissions, c'est une émission, je vous apprends rien évidemment, qui existe depuis très longtemps, elle rentre dans un savoir social, dans un savoir commun, un collectif en quelque sorte, et ça fait écho avec ce que tu disais, à ce que disait Raphaël Enthoven tout à l'heure. Et ce collectif, il est assez précieux, et ça devient maintenant l'affaire de tout le monde finalement, cette émission, et ça c'est assez intéressant. Tout le monde va avoir un avis. J'étudiais un peu les groupes, les réseaux sociaux par rapport à cette émission, et tout le monde a un avis sur le gagnant, et donc c'est quelque chose qu'on partage, et ça c'est assez intéressant aussi. On a coutume de dire que les Français parlent de deux choses en général. Ils aiment se disputer ou discuter de deux choses, c'est la météo et la télé.
et les programmes télé. En fait, c'est les deux. Bon, on a les deux, nous, dans le groupe. Voilà, c'est mal. pour ça qu'on est tous là. Ouais. Mais, et c'était d'ailleurs de cette idée-là qu'était née, je parle d'une autre chaîne, mais dans son histoire, l'idée du zapping, en fait, qui était venue de Michel Denisot sur Canal. C'est quand il s'est rendu compte qu'à la machine à café, voilà, il y avait deux trucs dont on parlait, c'était la météo de la veille et les programmes de la veille. Donc la télévision, je pense que c'est, et du surcroît, le groupe TF1, la chaîne TF1, c'est ça un média social, en fait, avant les réseaux sociaux. Vraiment, la télévision, elle fait société. C'est un fait de société. Demain nous appartient, il y a une diffusion quotidienne et il y a ensuite un prolongement, avant et après d'ailleurs, sur les réseaux. Oh, exactement. Il y a des communautés. Ah, il y a des communautés, ça c'est tout à fait fascinant. Et donc j'ai pris beaucoup de plaisir à les étudier, à rentrer dans ces groupes Facebook qui sont parfois secrets, où il faut montrer patte blanche, enfin répondre à des questions. Et si on n'a pas les réponses, c'est mauvais dire. C'est vrai, on n'est pas admis. Oui. Comment ? Si on n'a pas les bonnes réponses, on n'entre pas dans le cercle. Ça arrive, ouais, vraiment. Voilà, faut avoir une certaine connaissance, donc faut bosser quand même. Hein, ça se mérite de rentrer dans un groupe comme ça. Il y en a plein maintenant. Je refaisais un peu un point pour la journée d'aujourd'hui. Il y a énormément de groupes qui concernent donc Demain nous appartient, mais aussi Ici tout commence, puis la même production. Et donc il y a, pardon, il y a vraiment des liens. Et donc il y a différents types de groupes et chaque groupe va avoir ses propres règles. Il va y avoir des groupes Demain nous appartient avec spoiler autorisé. D'autres non autorisés. Et n'allez pas vous amuser à aller faire du spoil sur le groupe qui n'est pas autorisé. Parce que là, c'est... voilà, au bout de 2, il y a une sanction et donc on peut se faire virer. La sanction est irrévocable. Elle est irrévocable, évidemment. Ça tombe sous le sens. Et donc, on y fait plein de choses, en fait. Je suis en train de travailler actuellement à une typologie, justement, de tout ce qui se passe sur ces groupes. Et donc, au-delà des spoilers, c'est assez classique hein, pour les groupes de fans. Il y a tout un savoir social, en fait, qui est partagé. Donc, il va y avoir... les gens vont aller chercher des infos sur les acteurs, des infos sur ce qui va se passer, sur la prochaine arche narrative. Et on va dire, voilà, il va se passer ceci. Donc, on cumule du savoir. Et ce qui est très intéressant avec les réseaux sociaux numériques, c'est qu'ils prolongent l'expérience téléspectatorielle. Donc, le feuilleton, c'est plus seulement à 19h ou à telle heure. C'est à cette heure-là. D'ailleurs, souvent, on va s'arrêter de discuter quand on est dans un groupe de discussion en disant « Ah, bon, on arrête, on regarde et on en reparle après. » Donc, on suspend le temps pendant la diffusion. Mais du coup, on reste avec la série. On peut y rester toute la journée, on peut y rester le week-end, on peut partager, on peut avoir du plaisir à dire. Et alors aussi, on va se désigner soi-même en tant que téléspectateur par rapport à son savoir. Quelqu'un va arriver en disant « mais j'en ai marre, tout le monde se trompe dans cette série, par exemple, voilà, pourquoi ils ne sont pas fidèles et tout ». Puis quelqu'un d'autre qui arrive qui dit « mais c'est une série, donc c'est pas vrai, elle n'est pas comme ça dans la vraie vie ». Et d'autres qui disent « oui, mais dans la vraie vie quand même, c'est aussi comme ça ». Donc vous voyez, donc il y a vraiment ce rapport à la fiction et on a besoin de fiction pour aussi mieux appréhender le réel. Et est-ce que les héros, les acteurs, les présentateurs, si on parle d'émissions, doivent justement entrer dans le cercle et entretenir un lien avec les téléspectateurs ou avec la communauté, ou les communautés? Ouais, alors si on reste sur Demain nous appartient, par exemple, ou Ici tout commence, ce qui est très intéressant, c'est à quel point il est important pour les fans et pour les téléspectateurs de suivre les acteurs sur leurs réseaux sociaux. Pour ça, Instagram est absolument utilisé tout le temps. Donc, on va aller, par exemple, pour Demain nous appartient, récupérer des images communiquées ou des récits communiqués par Ingrid Chauvin qu'on prend sur Instagram pour aller le mettre sur le groupe Facebook qu'on entretient. Et donc, en fait, les internautes, j'appelle ça moi téléspectateurs internautes, c'est très intéressant parce qu'eux-mêmes font communiquer les différents réseaux sociaux, vont choper de l'information à un endroit pour la mettre à un autre et pour discuter et pour partager ensemble. Et en ce sens, aujourd'hui, les acteurs ou les animateurs ont un rôle social, ils portent en eux, ils l'ont toujours porté en eux l'identité de leur programme, bien sûr, mais maintenant, ils le portent ailleurs qu'à la télévision. Ils ont cette forme de responsabilité et de lien social pour communiquer ailleurs qu'à la télévision. Donc on parle du petit écran, maintenant je parle moi du très très petit écran, en fait, et d'une forme de télévision augmentée. Qui serait, voilà, la télévision s'augmente, elle n'est plus seulement sur l'écran de la télévision. Moi je dis aussi que Twitter c'est le plus grand canapé du monde, par exemple. On va regarder ensemble Koh-Lanta, qui est souvent en top tweet, parce qu'on aime partager ça, on aime en discuter, on n'est plus seulement en famille, on est avec celle qu'on a choisie sur Twitter. Nathalie. Ouais, je trouve ça super intéressant d'entendre ce que dit Virginie Suez, parce que finalement, moi je suis dans le côté informationnel, attention, il y a des dangers démocratiques, mais il y a aussi une face vertueuse, qui est celle justement où les codes
de la télévision, qui sont des codes connus, reconnus, acceptés, et qui font sens et qui font société, vont aussi s'implémenter dans l'Internet. Et je pense, donc dans l'Internet, sur les réseaux sociaux. Et ce partage des codes fait quand même du lien. D'où l'importance, me semble-t-il, que l'information de qualité, fiable, vérifiée, puisse elle aussi exister dans le champ informationnel, et dans le champ informationnel, mais dans le champ des réseaux sociaux, et existe justement en ligne, pour qu'elle ne soit pas diluée comme elle l'est actuellement. D'où l'importance de régler également Internet, parce que le transfert des codes se fait dans les deux sens. Et donc le bien que l'on connaît de l'écran, que peut-être la télévision, peut complètement exister dans, finalement, peut-être un futur écran qui aujourd'hui s'apparente à du Far West, mais au sein des réseaux sociaux. Et puis il y a une chose aussi qui est très intéressante avec les réseaux sociaux, je pense notamment à Instagram, et c'est une chose que la télévision, moi j'ai écrit là-dessus sur les coulisses de la télé, quand la télé parle de la télévision, une chose que la télé a du mal à faire, c'est de montrer ses propres coulisses, puisque si on montre les coulisses, il y a encore une coulisse derrière la coulisse, et pour ça Instagram est beaucoup apprécié en fait, avec le côté voilà, Thierry Pétieux qui réalise Ici tout commence, montre les coulisses de la série, et ça les gens aiment beaucoup ça en fait, de voir le backstage. Ils ont l'impression d'avoir plus de liens grâce à ça, et donc il y a ces avantages-là aussi. Ouais. De faire partie de l'aventure. C'est ça. D'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup Virginie, merci beaucoup Nathalie, on peut vous applaudir. Beaucoup.